Printemps 1987, un printemps meurtrier. En l'espace de quelques semaines, 4 fillettes disparaissent en région parisienne. Elles ont entre 7 et 9 ans. On ne les retrouvera jamais vivantes. Sabine Dumont est l'une d'entre elles. Un samedi de juin, elle est enlevée à 100 mètres de chez elle. C'était une petite fille plutôt modèle, il n'y avait pas de raison de fuguer, donc on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai entendu aucun cri qui m'ait attiré l'attention, sinon j'aurais fait demi-tour, j'y serais allé voir. Mais les recherches demeureront vaines. Rien ne pourra être fait pour sauver Sabine. C'est la 4e victime. Là, je me suis mis à hurler. Je crois que je pourrais jamais plus hurler de ma vie. Cette solution dramatique, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas dans votre village, c'est pas possible. Sabine est-elle une victime isolée ou bien a-t-elle été la proie d'un tueur d'enfants qui sillonne la région? Ce que disent eux-mêmes les pédophiles, il nous faut moins de 2 minutes pour gagner la confiance d'un enfant. Des suspects sont arrêtés. Un pédophile pris en flagrant délit. Un tueur en série anglais. Un imprimeur itinérant dénoncé par sa fille. Mais malgré les nombreuses pistes suivies, l'assassin n'a toujours pas été arrêté. Après 23 ans, le meurtre de Sabine Dumont reste non élucidé. Nous sommes en plein cœur de Bièvre, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, dans le département de l'Essonne. C'est ici que vivait la petite Sabine Dumont jusqu'au jour de sa disparition, le samedi 27 juin 1987. Dans ce village de 4000 habitants où tout le monde se connaît et où pendant longtemps on laissait les enfants se promener seuls, le meurtre de Sabine a été un véritable traumatisme. Plus de 20 ans après, la population est encore marquée par le drame. Jean-Marc, en tant qu'enquêteur, comment aborde-t-on une affaire comme celle-ci? Comme tous les crimes dont les victimes sont des enfants, celui de Sabine est particulièrement intolérable. Pour les proches, bien sûr, pour la population, mais aussi pour les enquêteurs et magistrats. Quand il s'agit d'un enfant, on a du mal à garder son détachement. On en fait une affaire personnelle. Et dans le cas de Sabine, c'est d'autant plus éprouvant que malgré des années de travail, on n'a jamais pu identifier son assassin. Vous avez eu vous-même à enquêter sur la disparition d'une autre fillette, la petite Estelle Mouzin, en janvier 2003. Oui, Estelle a disparu à Guermantes, dans la banlieue est de Paris, à une 50aine de kilomètres d'ici. Les conditions climatiques étaient identiques à celles qu'on a aujourd'hui. À ce jour, cette affaire n'est toujours pas élucidée. Et 7 ans après, j'y pense encore. Dans le cas de Sabine, qu'est-ce qui vous frappe d'abord? C'est le lieu de la disparition, un lieu très passant. Sabine n'a pas été enlevée sur un chemin de campagne dans un bois, mais en plein centre de ce village, à 2 pas de chez elle, et en plein jour. Elle a même été aperçue par une voisine, probablement quelques minutes avant d'être enlevée. On peut d'ailleurs retracer très précisément les déplacements de Sabine ce samedi 27 juin 1987. Un jour qui avait commencé dans la joie pour toute la famille Dumont, puisque la grande sœur de Sabine venait d'accoucher d'une petite fille. Ce samedi 27 juin 1987, le temps est maussade. Mais la petite Sabine Dumont est de très bonne humeur. D'abord parce que c'est le dernier samedi de classe avant les vacances d'été. Et surtout parce qu'elle a une grande nouvelle à annoncer à ses camarades de CE2. Sa maman, Geneviève Dumont, n'oublie pas le bonheur de sa fille ce matin-là. Elle venait d'être tata pour la 2e fois et elle a eu le bonheur d'avoir une petite nièce qui se prénommait Sarah. C'est décidément un grand jour pour Sabine. La semaine suivante, elle doit fêter ses 9 ans. Mais à cause des vacances scolaires, ses parents ont prévu de lui faire souffler ses bougies le soir même, chez sa sœur Christine. En classe, Sabine passe la matinée à copier une œuvre impressionniste. Elle y met tout son cœur. Pour elle, la peinture est une vraie passion. Dans sa vision de petite fille, devenir un peintre célèbre, c'était très important pour elle. Très, très important. Elle était très fière de ses dessins. À 11h30, Geneviève Dumont vient chercher sa fille à l'école. Sabine a juste le temps de rentrer déjeuner avant d'aller à la maternité pour rencontrer Sarah, la petite fille dont sa sœur Fabienne, 22 ans, vient d'accoucher. C'est le dernier repas qu'elle prendra chez elle avec ses parents. Son père, Christian, se souvient. Quand je l'ai quittée, elle avait le sourire, elle était contente de partir voir sa petite nièce et voilà, c'est une petite fille avec le sourire. À 14h, Sabine est à la clinique de Châtenay-Malabry. Elle découvre sa petite nièce avec émerveillement, comme se le rappelle encore sa sœur Christine. Donc on est arrivé à la maternité et on était tous très émus. C'était Sarah qui venait de naître. Et Sabine
Elle a pris Sarah dans les bras, elle était très émue. On a dû rentrer cette journée-là de la maternité vers, je dirais, 15h30. Aussitôt rentrée à la maison, Sabine voulait faire un tableau pour offrir à sa sœur comme cadeau de naissance. Et elle voulait reproduire un tableau célèbre de Renoir qui représente un personnage, un couple qui danse avec une dame qui a une magnifique robe blanche. Et cette robe blanche avec des volants la fascinait. C'est ce tableau de Renoir, intitulé « Danse à la ville », que Sabine veut copier pour l'offrir à sa sœur, toute jeune maman. Elle installe ses pinceaux et ses tubes de gouache sur la table de la cuisine, mais elle s'aperçoit qu'il lui manque du blanc pour peindre la robe de la danseuse. Et elle m'a demandé la permission tout simplement d'aller en acheter. Et je ne voyais pas pourquoi j'allais refuser à ma fille d'aller acheter ce tube de peinture un samedi après-midi. J'ai même pas imaginé que je puisse lui dire non. À la veille de ses 9 ans, c'est l'une des toutes premières fois que Sabine est autorisée à se rendre seule au centre-ville, à 20 minutes de marche de chez elle. C'est pas très loin, c'est passant. Et ce qui me chagrinait, c'était qu'il allait commencer à pleuvoir. Donc je lui ai dit simplement qu'il fallait qu'elle se dépêche parce qu'il allait certainement faire un orage et qu'il allait pleuvoir très fort. À 16h45, Sabine quitte seule la résidence du Renouveau, située au numéro 22 de l'avenue de la Gare. Elle la remonte, puis tourne à droite dans la rue du Petit Bièvre. Elle a déjà fait la moitié du chemin quand l'orage éclate. C'est à ce moment-là que Marie-Rose Branger, une voisine, la croise en voiture. Il pleuvait à torrent. Nous nous sommes arrêtés en voiture, nous étions en voiture, nous nous sommes arrêtés. Nous avons posé la question si elle voulait qu'on l'accompagne car il pleuvait très très fort. Elle n'a pas voulu, ce dont j'étais sûre, parce que je savais que sa maman lui disait toujours « Surtout, si une voiture s'arrête, tu ne montes pas. Même si c'est des gens que tu connais, tu continues tout droit ton chemin. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a refusé de monter dans la voiture et elle a continué son chemin sous la pluie. Et nous, nous sommes repartis aussi. Et voilà. Sans le savoir, Marie-Rose Branger est l'une des toutes dernières personnes à avoir parlé à Sabine. Le marchand de journaux le confirme, la fillette a bien acheté son tube de gouache et elle a quitté son magasin à 17h10. Sabine rentre donc chez elle. Elle n'est plus qu'à 3 numéros de la résidence du Renouveau quand une autre voisine l'aperçoit depuis le trottoir d'en face. Cet après-midi-là, Liliane Flotté va chercher des amis à la gare de Bièvre. Ce samedi 27, entre deux averses, à 17h30, je suis sortie et sur le trottoir de droite, au loin, j'ai aperçu Sabine. Bon, elle était reconnaissable, elle regardait dans ses mains, je pense, son petit porte-monnaie, et puis moi, j'ai pas voulu l'importuner, je suis allée vers la gare, puis elle a continué son chemin. À ce moment-là, Liliane Flotté ne peut pas imaginer quelle est la dernière personne à avoir vu Sabine vivante. La fillette ne rentrera jamais chez elle. Je n'ai pas entendu Sabine crier. J'ai entendu aucun cri qui m'ait attiré l'attention, sinon j'aurais fait demi-tour, j'y serais allé voir. C'est donc sans bruit, devant le 18 avenue de la Gare, une rue habituellement fréquentée, devenue déserte à cause d'une pluie d'orage, que Sabine Dumont disparaît, le 27 juin 1987, à 100 mètres de son domicile. Nous sommes rue de la Gare, devant l'auberge du Val de Bièvre. C'est à cet endroit précis que Sabine a été aperçue pour la dernière fois vivante par Madame Flotté, la voisine des Dumont. Elle a vu la fillette alors qu'elle passait sur le trottoir d'en face. Madame Flotté l'a saluée, mais Sabine ne l'a pas entendue. Il était environ 17h45. Et il y a un autre témoignage qui confirme ce créneau horaire. Le compagnon d'une des sœurs de Sabine, qui a emprunté cette même rue pour faire une course en ville entre 17h30 et 18h, n'a pas vu la fillette ni à l'aller ni au retour. On connaît donc avec précision l'heure et le lieu de la disparition. Sabine a disparu en plein centre-ville, dans une rue dégagée, à moins de 100 mètres de chez elle, et personne n'a rien vu? Non. Et c'est ce qu'il y a d'effrayant dans les disparitions d'enfants. On a souvent cette impression comme s'il s'était volatilisé. Mais il faut dire en plus qu'il pleuvait cet après-midi-là. Et la pluie venait juste de se calmer. Il n'y avait pas grand monde dehors. Elle a donc pu être enlevée de force ou par surprise. Ou bien encore par la ruse, ou par la menace. Une enfant de 9 ans, c'est impressionnable. Et puis il faut se placer dans la chronologie des événements.
Au moment où on signale sa disparition, rien n'indique que Sabine ait été victime d'un pédophile. On ne sait pas s'il s'agit d'un enlèvement, d'un accident ou d'une fugue. Mais à 19h30, quand Christian Dumont, le père de Sabine, prévient le commissariat le plus proche, à Palaiseau, il est tout de suite pris très au sérieux, car dans les semaines précédentes, d'autres fillettes ont disparu en région parisienne. À 18h, une heure après être partie acheter son tube de gouache, Sabine n'est toujours pas rentrée chez elle. Inquiète, sa mère et sa sœur partent à sa recherche. Elles refont plusieurs fois le chemin jusqu'à la librairie, inspectent les rues alentours, interrogent les passants, en vain. Je me suis arrêtée au Parador du Don Quichotte, qui n'existe plus maintenant. C'était un restaurant à l'époque. Je suis rentrée comme une folle dans ce restaurant et je me suis mis à hurler que ma fille avait disparu. Et il y a un monsieur qui m'a dit « Mais c'est une fête, madame, ici, je suis désolée pour votre petite fille. » Et je suis partie, mais j'étais anéantie. Un peu après 19h, Geneviève Dumont se décide à rentrer chez elle. Peut-être Sabine est-elle rentrée entre-temps et attend-elle tranquillement à la maison. Mais l'appartement est vide. Immédiatement, je me suis affolée complètement. Et je me rappelle très bien, je me suis mise à hurler en bas de mon bâtiment, du Renouveau, à hauteur du bac à sable, en hurlant « Sabine a disparu, Sabine a disparu », on ne la reverra plus. À 19h30, quand Christian Dumont rentre chez lui, il découvre la détresse de sa femme. Il se rend immédiatement à la gendarmerie. J'ai rencontré quelqu'un qui était derrière le bureau, et quand je lui ai expliqué mon affaire, il m'a dit « Vous inquiétez pas, elle va rentrer, c'est pas bien grave, elle a dû faire une fugue. » Je lui ai dit « Ça m'étonnerait. À son âge, ça m'étonnerait qu'elle fasse une fugue. » Il a quand même prévenu les gens qui étaient de service, et je sais que avant que je sois parti, ils étaient déjà partis, eux, avec un véhicule. Je les ai vus sortir. 4 gendarmes partent aussitôt pour Bièvre. Ils savent que depuis le mois de mai, 3 petites filles ont été enlevées en région parisienne. Elles s'appellent Virginie, Perrine et Emma. Elles ont entre 7 et 11 ans, et 2 d'entre elles ont été retrouvées mortes. Sans faire part de leur inquiétude, les gendarmes se rendent au domicile des Dumont afin d'établir le signalement de Sabine au moment de sa disparition. Elle avait donc un blouson bleu ciel très clair, un jean bleu marine et des baskets blanches. Elle avait un ruban dans les cheveux. Elle avait une queue de cheval. De leur côté, le frère et les sœurs de Sabine copient des avis de recherche qu'ils collent dans toute la ville. Les heures passent et l'angoisse monte. Pour les aider à retrouver leur petite sœur, ils font appel à leur ami, Jean-Michel Charpentier. En fait, les recherches ont été faites comme des amateurs. Effectivement, on avait fait un point central qui était la place de la Gare, et on partait de la place de la Gare vers les différents points de Bièvre où elle avait pu partir, et puis on revenait, place de la Gare, pour se faire un compte rendu. On a trouvé, t'as trouvé, non, t'as rien trouvé, bon, on repartait, et ainsi de suite. Et ça a duré toute la nuit. À Bièvre, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ici, tout le monde connaît Sabine. Tout le monde veut la retrouver. Au moment des recherches, on se rendait compte qu'il y avait quand même eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour rechercher Sabine. Car monsieur et madame Dumont étaient d'une famille qui était très aimée à Bièvre. Et personne ne veut croire au pire. À aucun moment, on ne pense à une issue fatale. Cette solution dramatique, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas dans votre village, ça n'arrive pas à des amis. C'est pas possible. Prévenu par les gendarmes, le journaliste Christian Porte arrive sur Bièvre à 21h. Tous les témoignages qu'on avait disaient que c'était une petite fille plutôt modèle, qu'il n'y avait pas de raison de fuguer, donc on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il y avait ce contexte, donc les 3 autres affaires, les 3 autres fillettes enlevées, dont certaines avaient été retrouvées assassinées. Et on s'est dit, il y a un lien entre tout ça, c'est pas possible autrement. Si vraiment un sadique rôde en région parisienne et qu'il a croisé la route de Sabine, il faut tout mettre en œuvre pour éviter qu'il ne fasse une 4e victime. Le samedi soir, il y a donc eu la police municipale de Bièvre qui a commencé à se mobiliser, le commissariat du secteur, et puis très vite on a fait venir des forces supplémentaires des polices urbaines de l'Essonne qui étaient disponibles, les brigades anticriminalité ont commencé à être impliquées, les gendarmes ont été impliqués. 3 heures après la disparition, une brigade cynophile est sur place. Après avoir reniflé l'oreiller et le pyjama de la fillette, le chien refait le parcours qu'elle a emprunté. Il a fait tout le chemin, le chien, et il s'est arrêté devant l'auberge. Il a fait une pause là. Donc pour moi, Sabine a disparu à cet endroit-là, devant l'auberge, en face de la gare. Pour les enquêteurs, l'arrêt subi de cette trace olfactive laisse supposer que l'enfant est monté dans une voiture. Avec qui et vers où? La nuit tombe sans apporter de réponse.
Les policiers vont bientôt interrompre leurs recherches. Pour les Dumont, c'est le début d'une attente interminable. Quand la nuit est tombée, j'ai commencé à perdre pied quand même. Parce que là, je me suis dit, ça va être très grave. Plus le temps passait, plus j'allais vers le drame. Je savais, au fond de moi-même, que Sabine avait été enlevée. Je ne comprenais pas comment. Je ne comprenais pas comment Sabine avait pu monter dans une voiture dont elle ne connaissait pas le conducteur. Je me suis dit que si on l'avait enlevée de force, elle aurait fait tomber son porte-monnaie et son tube de peinture qui n'ont jamais été retrouvés. On s'imagine, on a plein de scénarios dans la tête, on se refait le film. Toute la nuit on attend, et puis le jour se lève et puis il n'y a toujours rien. Voilà. Dimanche 28 juin 1987, 6 heures du matin. La pluie s'est enfin arrêtée. À la demande du ministre Robert Pandreau, les recherches reprennent avec un dispositif renforcé. À 7 heures du matin, je me suis levée et en regardant par la fenêtre, j'ai vu des hommes grenouilles dans la Bièvre. L'hélicoptère vient en renfort pour survoler la zone, au cas où Sabine se serait perdue dans cette zone qui est quand même boisée. Hélicoptère, hommes grenouilles, CRS, brigade motorisée. Pendant toute la matinée, 250 personnes passent au crible les fourrés, les bois et les terrains vagues des environs de Bièvre. Sans résultat. Il est 13h quand deux gardiens de la paix de la CRS 8 de Bièvre découvrent des vêtements d'enfants sur le bas-côté de la nationale 118 en direction de Paris. Un jean bleu, des baskets blanches, un petit blouson bleu clair. Ce sont bien les vêtements de Sabine. Ils ont été jetés en boule à 3 km à peine du lieu de son enlèvement. Dans ma logique à moi, on allait retrouver Sabine dans la foulée. Parce que pour moi, Sabine était vivante, elle allait prendre froid, il fallait aller la rechercher immédiatement et la faire examiner par le médecin. J'ai pas trop cru quand j'ai entendu parler, on a retrouvé les vêtements, j'ai dit bon ben, j'ai compris. Parce que je me doutais de la suite. Hein. La suite, hélas, donne raison à Christian Dumont. À 15h45, l'équipage de l'hélicoptère signale une masse claire dans un fossé. Le gardien de la paix Mathusio de la brigade autoroutière des Ulysses est envoyé sur place. Sur la route de Favreuse, à 800 mètres à peine de l'endroit où l'on a trouvé les vêtements, de l'autre côté de la nationale, une trace de pneu attire son attention. Il met pied à terre pour inspecter le fossé. Il est 16h. Devant lui, un petit corps gît dans les broussailles, entièrement dénudé. C'est celui de Sabine. On m'a chargé d'aller prévenir la famille Dumont. J'ai d'abord vu Monsieur Dumont et Madame Dumont est arrivée quand je lui ai appris qu'on avait retrouvé le corps, malheureusement sans vie, de Sabine. Elle a poussé un cri qui aujourd'hui j'entends encore ce cri. Là, je me suis mis à hurler, mais à hurler d'une façon que je crois que je pourrais jamais plus hurler de ma vie. C'est dans ce fossé qui longe la nationale 118 qu'on a découvert le corps de Sabine Dumont le dimanche 28 juin 1987, au bord de cette route sans issue, à 3 km du lieu de son enlèvement. Ces vêtements ont été retrouvés à 800 mètres d'ici, de l'autre côté de la nationale 118, roulés en boule sur le bord de la route, dans la direction de Paris. Au-delà du choc terrible pour la famille et pour tous ceux qui ont participé aux recherches, ces deux découvertes posent de multiples questions aux enquêteurs. Pourquoi le meurtrier s'est-il débarrassé séparément des vêtements et du corps? Sabine a-t-elle été tuée à cet endroit ou simplement déposée là? Quand et comment a-t-elle été tuée? A-t-elle subi des violences sexuelles? Des questions douloureuses mais déterminantes pour l'enquête, auxquelles l'autopsie et l'analyse de la scène de crime vont pouvoir apporter des réponses. Sabine Dumont a été retrouvée ici, route de Favreuse, à quelques dizaines de mètres de la sortie Vauhallan, sur la nationale 118, en direction de la province. Une petite route de campagne sans issue, en lisière de plaine, traversée seulement par une piste cyclable. C'est une voie d'exploitation qui desservait à l'époque une société de gardiennage de caravanes, aujourd'hui remplacée par une entreprise de traitement des déchets. Dès la découverte du corps, le dimanche 28 juin 87,
les enquêteurs du SRPJ de Versailles se rendent sur place en compagnie des techniciens de l'identité judiciaire. Le journaliste Christian Porte est également présent. Une fois qu'on a compris que c'était Sabine qu'on avait découverte dans ces circonstances, je peux vous dire que sur place, c'était l'anéantissement de tout le monde, quoi. C'était les espoirs d'un seul coup s'étaient envolés. Et on retombait dans ce trip terrible. C'est la 4e victime d'un sadique, d'un tueur qui traîne en région parisienne. Sabine est là, allongée sur le dos, dans ce fossé envahi par les ronces. Elle est entièrement nue. Son visage et ses cheveux sont en partie brûlés. À côté du corps, les enquêteurs découvrent un bidon de white spirit. C'est probablement le liquide qui a servi à incendier le haut du corps de l'enfant. Les policiers avaient repéré sur place des mégots de cigarettes. Et on saura très vite que c'était des mégots de cigarettes Philip Morris vendus en étui cartonné. Très précis. Il y avait aussi, je crois, une cordelette. Autour du cou, les policiers remarquent des traces de strangulation. La cordelette a peut-être servi à étrangler l'enfant. Olivier Roda est médecin légiste au CHU de Nantes. Il n'a pas procédé à l'autopsie de Sabine Dumont, mais il sait comment identifier les marques de strangulation. La strangulation, qu'elle soit faite au lien ou à la main, laisse toujours au niveau des muscles du cou et au niveau des os du cou des lésions qui sont visibles macroscopiquement. Il y a une infiltration de sang, il y a des fractures des os, et ça signe la strangulation. L'autopsie de Sabine confirme qu'elle est morte étranglée. L'examen révèle également que l'enfant a été violé avant d'être tué. On retrouve aussi du sang sous les ongles de la victime. Mais en 1987, ces prélèvements ne sont pas très révélateurs. En 1987, lorsqu'on prélevait donc sous les ongles, on pouvait dire qu'il y avait effectivement du matériel humain qui appartenait à un groupe sanguin. Si c'était le groupe de la victime, c'était un constat qui ne débouchait sur pas grand-chose. Si c'était un groupe différent, eh bien ça orientait vers un tiers, mais c'est pas à partir d'un groupe sanguin qu'on peut identifier un individu. Sabine était du groupe O négatif, mais le sang trouvé sous ses ongles était du A positif. C'est certainement le groupe sanguin de l'assassin, mais c'est aussi l'un des plus répandus en France. Aujourd'hui, avec les progrès de la police technique et scientifique, de telles traces pourraient être exploitées de manière beaucoup plus déterminante. Maintenant, on reprend ces mêmes prélèvements avec une étude ADN qui permet effectivement de dire la victime s'est débattue, elle s'est accrochée à l'auteur, elle a collecté sous ses ongles du matériel qui permet d'identifier formellement donc l'auteur. Mais à l'époque, sans l'analyse ADN, ni le sang, ni les mégots de cigarettes, ni la cordelette ne peuvent livrer d'empreintes génétiques. Reste le white spirit. L'assassin s'en est servi pour mettre le feu au corps, probablement pour rendre sa victime méconnaissable. Selon nos informations, aucune empreinte digitale n'a été relevée sur le bidon, mais le produit lui-même peut-il nous renseigner? Nous sommes allés voir Ludovic Julien, qui dirige le département chimie de l'École normale supérieure de Paris. Si vous mettez du white spirit sur la peau, au démarrage vous allez avoir une sensation un petit peu grasse, mais pas d'effet de toxicité évident, en tout cas immédiat qui se manifeste. En revanche, si vous approchez une allumette enflammée, vous allez avoir inflammation du white spirit, et là ce qui va se passer, c'est que la peau va subir des brûlures importantes. N'importe qui peut se procurer du white spirit. Les bricoleurs l'utilisent par exemple pour nettoyer leur matériel de peinture. Dérivé du pétrole, cette essence est hautement inflammable. Mais comme nous le démontre le professeur Julien à l'aide d'un coton imbibé, ce n'est pas le combustible le plus rapide pour faire brûler un corps. Ce qui est important pour nous ici, c'est d'observer le coton et de voir que le coton conserve, malgré la flamme, son aspect initial. En fait, ce qui brûle, c'est le white spirit qui imbibe le coton. Il faut attendre que le white spirit est entièrement brûlé pour que le coton brûle à son tour. En utilisant ce produit, l'assassin n'a donc pas fait preuve d'une grande maîtrise, ni d'une grande préparation. On pense plutôt à de l'improvisation, comme s'il avait pris le premier produit inflammable qu'il avait sous la main. Pourquoi pas dans le coffre de sa voiture. Dernier point essentiel pour les enquêteurs, savoir si le lieu de découverte du corps est également celui du meurtre. Scénario douteux pour plusieurs raisons. D'abord, la route de Favreuse n'est qu'à 3 km du centre de Bièvre. Le samedi soir, après la disparition de Sabine, beaucoup de volontaires étaient passés par là pendant leurs recherches. Je me rappelle, on a été dans la plaine de Favreuse dans la nuit, avec pour seul éclairage les phares de la voiture.
Mais c'était très noir, on voyait pas grand-chose. Et on y a été au petit matin. On l'a pas vu, on n'a rien vu. Dire si elle l'était ou si elle l'était pas, on peut pas l'affirmer. Mais on a été par là. De plus, le dimanche matin, une patrouille a exploré cette route de campagne sans rien remarquer. Je pense que le lieu où on a trouvé son corps n'est pas le lieu où elle a été tuée. À proximité de l'endroit où on a retrouvé le corps de Sabine, il y a une piste cyclable. Il y a une piste cyclable qui est très empruntée dans la vallée de Saclay le dimanche matin. C'est impossible que personne ne l'ait vue à ce moment-là. Donc ce qui veut dire que son assassin l'a déposé là, probablement en fin de matinée le dimanche. Le tueur aurait donc attendu toute la nuit et toute la matinée pour se débarrasser du corps. L'état des vêtements de Sabine va appuyer cette hypothèse. Quand les policiers les découvrent, en début d'après-midi, ils constatent que le blouson et le jean de la fillette sont secs. Or, il a plu jusqu'à l'aube. Par ailleurs, si le corps était resté dehors sous la pluie, il aurait présenté des signes caractéristiques. Laissé dehors, le cadavre se refroidit plus vite, ça dépend des conditions climatiques. Bon, la pluie, bien entendu, le corps qui reste dans l'eau, effectivement, ça macère. Le corps qui reste dans l'eau, la paume des mains, la plante des pieds blanchit, ça surhydrate la peau. D'après le rapport d'autopsie, Sabine aurait été tuée le samedi soir, peu après son enlèvement. La trace de pneus au bord du fossé, qui avait attiré l'attention du CRS, permet d'établir que le meurtrier est venu jusque-là en voiture. Enfin, la découverte des vêtements de Sabine de l'autre côté de la nationale permet de suivre la trace du tueur pendant quelques centaines de mètres. Après avoir déposé sa victime dans le fossé, il serait remonté en voiture, aurait pris à droite sous le pont avant d'entrer sur la nationale 118. À peine engagé sur la bretelle d'accès, il aurait ralenti ou se serait arrêté pour jeter en boule les vêtements de la petite fille avant de reprendre la route en direction de Bièvre et de Paris. Nous sommes à l'endroit précis où les policiers de la CRS 8 ont retrouvé le corps de Sabine, au bord de cette route sans issue qui longe la nationale 118. A priori, le meurtrier n'a pas pu venir jusqu'ici à pied. Ça, sûrement pas. On peut donc affirmer que c'est un adulte en âge de conduire et qu'il possède une voiture. Ou qu'il s'en est procuré une. Est-ce qu'il connaissait forcément l'endroit? Tous ceux qui ont participé aux recherches en sont convaincus. C'est quelqu'un du coin, il fallait connaître l'endroit pour arriver là. C'est très possible en effet, mais il faut se méfier des raisonnements trop rapides. Si on prend la première sortie en venant de Bièvre par la nationale en direction de Chartres, cette route est la première sur la gauche. C'est donc une route assez isolée, mais facilement accessible. Le genre d'itinéraire qu'on choisit si on veut trouver un endroit pas trop fréquenté, dont on peut repartir rapidement, puisqu'on peut rejoindre la nationale en moins de 2 minutes. Les prédateurs sexuels ont souvent l'instinct du moment le plus propice pour attaquer leurs victimes. Ils ont aussi l'instinct des lieux pour s'en débarrasser. Donc, pour l'instant, rien ne dit qu'il connaissait déjà les lieux. On sait en revanche à quel moment il a déposé le corps. Une patrouille est passée ici en fin de matinée. Il n'y avait rien. D'autre part, les vêtements de Sabine ont été retrouvés de l'autre côté de la nationale, à 800 mètres d'ici, un peu après 13 heures. Le meurtrier a donc dû se débarrasser du corps et des vêtements aux alentours de midi. Sait-on par où il est reparti une fois qu'il s'est débarrassé du corps? De ce côté de la route, elle est en cul-de-sac. Elle donne sur une piste cyclable. Le week-end, elle est fréquentée par des promeneurs, par des cyclistes. Le seul itinéraire de fuite possible, c'est de l'autre côté, en direction de la nationale. On retrouve le blouson, le pantalon et les chaussures roulés en boule. S'il les avait jetés en roulant à pleine vitesse, on les aurait retrouvés éparpillés. Il a donc dû s'arrêter ou ralentir. Un dimanche à midi, sur un axe aussi fréquenté, un conducteur qui s'arrête ou qui ralentit sur une voie d'accélération, ça ne passe pas inaperçu. En prenant la N118, le meurtrier est reparti dans la direction de Bièvre, c'est-à-dire dans la direction d'où il est venu. Ça accrédite cette fois la thèse selon laquelle il était du coin. Le fait qu'il vienne de Bièvre et qu'il semble y retourner peut le laisser supposer. On sait par ailleurs que Sabine a été enlevée le samedi vers 18h. Et d'après l'autopsie, elle est morte dans les heures qui ont suivi. Le meurtrier est donc resté dans les environs avec le corps pendant toute la nuit et toute la matinée du dimanche avant de s'en débarrasser. S'il habitait effectivement dans le coin, il a pu conserver le corps à son domicile. Il a pu également rester dans sa voiture et passer la nuit dans un endroit isolé. C'est une région boisée avec peu d'habitations. Mais comment a-t-il pu s'y prendre pour enlever en plein centre-ville, en plein jour et sans donner l'alarme,
Une petite fille à qui on avait appris à se méfier des inconnus. Et surtout, a-t-il vraiment choisi au hasard cette petite fille-là? Sabine Dumont est la petite dernière d'une famille de 6 enfants. À bientôt 9 ans, c'est une petite fille choyée par tous ses aînés. Quand elle est arrivée, Sabine, c'était la poupée de tout le monde. C'est vrai que c'était quelque chose. On était des petites mamans, puisqu'on avait 14, 13 et 12 ans, donc à l'époque. Donc on s'en est vraiment bien occupé de Sabine. Une enfant au regard clair et espiègle qui fait l'admiration de tous. Une belle petite blonde, toujours le sourire et vive. À l'époque, Christian Dumont est responsable de la sécurité chez Matra. Sa femme, Geneviève, est assistante maternelle et garde des enfants à la maison. Elle est donc toujours là quand Sabine rentre de l'école. Sabine, avec sa maman, était très possessive. C'était sa maman à elle. Elle avait du mal à la partager avec ses sœurs et son frère. Étant la dernière, c'était sa maman, c'était pour elle. Elle était heureuse de vivre, tout simplement. Elle était heureuse d'être à l'endroit où elle était heureuse d'être dans sa famille. Ah, c'était un petit rayon de soleil à la maison, ça c'est clair. Cette fillette rayonnante est née le 3 juillet 1978. Elle a grandi à Bièvre, dans l'Essonne, à une quinzaine de kilomètres de Paris. En 1987, la ville compte moins de 5000 habitants. Et tous, ou presque, se connaissent. Bièvre, à cette époque-là, c'était un petit village, très sécurisé, on s'y sentait très très bien. Il y avait encore cette âme de communauté, d'aide, d'entraide, et on y vivait très très bien. C'est dans cette atmosphère sereine que Sabine va débuter sa scolarité à l'école des Castors. Huguette Lemaire, son institutrice, se souvient d'une écolière curieuse de tout. C'était une élève concentrée, consciencieuse, et quand elle n'arrivait pas, elle demandait de l'aide. Elle aimait savoir, ça c'était son grand bonheur. Poser des questions et avoir une explication sur les questions qu'elle posait. Pendant son année de CE2, Sabine se découvre une véritable passion pour les peintres impressionnistes. Sabine, à la fin de l'année scolaire, elle s'imaginait en peintre. Elle signait ses dessins Renoir. Quand je lui ai dit qu'elle exagérait, après elle les a signés Sabine Renoir. Donc non, c'était vraiment, c'était la totale. Là, c'était vraiment une grande passion, une grande passion. Elle aimait écrire un poème, par exemple, ou des mots bout à bout pour que ça fasse joli. Voilà, il fallait que ça soit joli et que ça soit musical. Qu'on réussisse à se rappeler de ce qu'elle faisait. Par contre, je ne savais pas qu'elle savait peindre aussi bien. Ça a été la découverte, mais peut-être un peu tard. Elle était lumineuse, physiquement. Ses cheveux étaient blonds, brillaient... Ils étaient toujours bien coiffés. C'était vraiment un petit bonbon. C'était vraiment elle était vraiment adorable. Blonde, lumineuse, adorable. Dans son innocence, Sabine aurait-elle représenté la proie idéale pour un prédateur sexuel? Pour la criminologue Sylvia Brégé, spécialiste des crimes pédophiles, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Sabine, c'est une petite fille qui est blonde, aux yeux bleus. Elle peut incarner effectivement un idéal pour un prédateur, mais a priori ce n'est pas cette particularité physique qui a dû être sélectionnée au moment des faits, c'est que l'auteur a surtout vu une enfant qui était seule. Elle est là, elle est seule, elle fera l'affaire, je peux passer à l'attaque. Sabine a donc pu être choisie au hasard, par opportunité. Le drame, c'est que Sabine n'allait jamais faire les commissions toute seule. Jamais, jamais, jamais. Donc non, elle sortait pas. Elle sortait pas. Et voilà, il a fallu d'une fois, voilà. C'est la première fois et pour elle, ça veut dire beaucoup. Pour tous les enfants, ça veut dire beaucoup. Même nous, on peut s'en souvenir lorsqu'on est sorti la première fois. C'est un gage de confiance de la part des adultes et pour nous, ça veut dire qu'on devient grand. À la veille de ses 9 ans, c'est la première fois que Sabine est autorisée à se rendre seule à la librairie. Elle a d'ailleurs été mise en garde contre les mauvaises rencontres. On disait qu'il y avait un danger, simplement, à monter dans une voiture dont on ne connaissait pas le conducteur, parce qu'ils allaient les emmener, qu'ils ne reverraient pas leur famille et que c'était très dangereux. On était en train de manger, je me rappelle. Et bon, on lui a dit, et puis c'est tout. On n'allait pas passer la journée dessus, et peut-être qu'on aurait dû. Mais comment Sabine a-t-elle pu monter dans la voiture d'un inconnu?
D'après la criminologue Sylvia Brégé, les prédateurs sexuels emploient toutes sortes de stratégies pour aborder leurs victimes. C'est ce que disent eux-mêmes les pédophiles. Il nous faut moins de 2 minutes pour gagner la confiance d'un enfant. Appâter un enfant avec un animal, par exemple, j'ai perdu mon animal, tu peux m'aider à le retrouver, il est parti là-bas. Et voilà, le piège est tendu, l'enfant se dirige vers la direction indiquée. Et là, il peut être enlevé à tout moment. Aussi, se faire passer pour un faux policier avec une fausse carte ou un médecin. Il ouvre brutalement la porte en disant « Écoute, je suis médecin, monte vite, tes parents ont eu un accident, m'ont demandé de venir te chercher. Que voulez-vous que l'enfant fasse ?» Quel que soit le stratagème utilisé par le meurtrier, il a eu raison de la prudence de la fillette et des mises en garde de ses parents. Tout porte à croire que Sabine a été victime d'un prédateur habitué à tromper la vigilance des enfants, comme celle des adultes. Il a laissé très peu de preuves matérielles. Les vêtements de la fillette jetés en boule au bord de la nationale et le bidon de White Spirit retrouvé dans le fossé à côté du corps. Pour autant, a-t-il réussi à passer totalement inaperçu entre l'après-midi du samedi 27 juin et le dimanche 28 aux alentours de 13 h? En interrogeant les habitants de Bièvre, les enquêteurs du SRPJ de Versailles vont recueillir 2 éléments supplémentaires, 2 éléments capitaux pour l'enquête. Comme pour toute enquête criminelle, les hommes du SRPJ de Versailles commencent par interroger la famille et les proches de la victime. Nous avons été interrogés sur le déroulement de la disparition de Sabine. Nos enfants ont témoigné aussi, mais dans notre malheur, nous n'avons jamais été soupçonnés. Ça, je tiens à le dire, on n'a jamais eu, contrairement à d'autres familles qui ont beaucoup souffert de ce soupçon. L'éventualité d'un crime familial est donc écartée. C'est l'enquête de voisinage qui va donner aux policiers leur première piste de travail. Le soir de la disparition, le gendre de Marie-Rose Branger, voisine des Dumont, croise une voiture blanche à Bièvre. Mon gendre et ma fille, vers 11 h du soir, ont croisé une voiture blanche qui s'est arrêtée à leur hauteur, qui leur a posé la question « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Mon gendre lui a répondu « On cherche une petite fille de Bièvre qui a disparu. » Et ce monsieur a répondu « Bon, je vais vous aider à chercher. » Il est parti et on ne l'a jamais revu. D'autres témoignages vont renforcer ses soupçons. Ce samedi-là, il y a une petite fête foraine sur la place de la mairie. Des enfants affirment qu'ils ont vu Sabine près des manèges, un peu après 17 h 30. L'un d'eux dit même qu'elle y est montée. Elle a pu s'arrêter devant le manège, mais en aucun cas elle n'y est montée, pour la bonne raison qu'elle m'avait dit qu'elle commençait à devenir trop grande et qu'elle irait plus dans ce manège. Mais si elle s'y est effectivement arrêtée, a-t-elle pu y croiser son meurtrier? D'après les forains et certains des parents présents, cet après-midi-là, il y avait un homme que personne ne connaissait. La police judiciaire de Versailles a établi un portrait robot, a donné un descriptif d'un homme, 1m75, 25-35 ans, les cheveux clairs, portant des lunettes ou sans lunettes, plutôt maigre, circulant dans une BMW série 3 de couleur blanche. Un homme plutôt jeune, propriétaire d'une BMW blanche. Les enquêteurs tiennent enfin une piste sérieuse. Et ils vont faire une autre découverte, troublante. Le jour du meurtre, des photos de Sabine ont mystérieusement disparu de l'école primaire de Bièvre. 3 semaines plus tôt, la petite fille avait participé au cross de l'école avec toute sa classe. Il y a eu de nombreuses photos de fêtes, comme d'habitude quand il y a quelque chose qui se passe à l'école, et les photos du cross ont été affichées sur le mur de l'école. Et la veille de sa disparition, j'avais vu ces photos de Sabine en gros plan. Ces clichés ont été les derniers de la vie de Sabine. Ils avaient été rassemblés par son institutrice, Huguette Lemaire. Aucun photographe professionnel n'était invité à venir à cet après-midi. C'est une après-midi festive, bon enfant, comme on pouvait en avoir à Bièvre jusqu'à ce jour. Et non, les parents prenaient leurs photos eux-mêmes. Les photos prises par les parents d'élèves ont été numérotées et exposées sous le préau de l'école pendant plusieurs jours. S'ils le désiraient, les parents pouvaient en commander des tirages. Et le lundi du drame, à l'école, on m'a demandé où sont les photos du cross. Plus aucune photo du cross. Le vendredi 26 juin, les photos étaient encore là. Mais le lundi 29, surlendemain du meurtre,
elles avaient disparu. Alors, qui s'est introduit dans l'école pendant le week-end? Et pourquoi avoir dérobé les photos? J'ai tout de suite pensé que peut-être le violeur était dessus. Le meurtrier de Sabine craignait-il d'être démasqué grâce aux photos ou bien les a-t-il gardées en souvenir? À l'époque, la piste n'a rien donné. Mais même 22 ans après, les familles qui habitaient à Bièvre au moment des faits ont pu conserver au fond d'un tiroir des négatifs des photos prises par les parents d'élèves lors du cross de l'école au printemps 87. Encore aujourd'hui, elles peuvent transmettre ces négatifs au SRPJ de Versailles. Ils pourraient contenir un indice, une piste et peut-être même le visage de l'assassin. Jean-Marc, plusieurs témoins ont dit avoir remarqué un véhicule de couleur blanche au moment des faits. Selon vous, est-ce que c'est un élément solide? Les signalements de véhicules, c'est souvent très frustrant pour un enquêteur. Les voitures sont toujours blanches, grises ou sombres. Ça correspond aux 2/3 du parc automobile français. Mais là, on a plusieurs témoignages qui donnent la même couleur, la même marque et le même modèle. Une BMW série 3, 5 portes. Ouais. On a une assez bonne description du conducteur grâce au portrait robot. On peut donc lancer des avis de recherche dans ce sens. Mais ces recherches n'ont rien donné. Non. Mais à partir de ces éléments, on va aussi pouvoir faire des comparaisons avec d'autres affaires de crimes pédophiles commis dans la région, et puis faire des rapprochements, voire recueillir des indices supplémentaires. Dans la traque du meurtrier de Sabine, beaucoup de rapprochements ont été envisagés, car en banlieue parisienne, le printemps 87 a été un printemps meurtrier. Depuis le début du mois de mai, 3 petites filles ont été enlevées et tuées, Sabine est la 4e. Et l'âge des fillettes, la proximité des meurtres dans le temps et la zone géographique soulèvent beaucoup de questions. La série noire commence le samedi 9 mai 1987, avec la disparition de Virginie Delmas, une petite fille de 10 ans, passionnée par le judo. Elle vit ici, à l'Esplanade de Versailles, une cité HLM de Neuilly-sur-Marne, dans la banlieue est de Paris. Le journaliste Bruce de Saint-Cernin travaille depuis de longues années sur ces affaires. Ce jour-là, elle devait regarder une émission sur le judo à la télévision. Cette émission n'a pas été déprogrammée, enfin bref, elle n'est pas passée. Et elle a demandé à sa maman de pouvoir descendre jouer en bas de l'immeuble avec ses petites camarades. Il est 15h30. C'est la première fois que Virginie a la permission de sortir seule. 1 heure plus tard, elle n'est toujours pas rentrée. Elle devrait pourtant se rendre à son cours de catéchisme à 17h. La maman de Virginie s'inquiète. Donc elle descend, elle fait le tour des voisins, se renseigner pour savoir si elle n'est pas chez l'une, qui chez l'autre, hein, peut-être. Et manifestement, Virginie n'est plus là. Françoise Delmas apprend que sa fille n'a jamais rejoint ses amis sur l'esplanade. 2 heures plus tard, elle porte plainte au commissariat de son quartier. 45 policiers, 90 CRS et 4 chiens se lancent à la recherche de Virginie. Ses parents collent 10 000 affiches dans toute la ville. Les appartements et les caves de la cité sont fouillés. Plus de 2500 personnes sont entendues. Virginie reste introuvable. Seul début de piste, bien maigre, le témoignage d'un enfant qui a vu Virginie monter dans une voiture claire avec un homme jeune et grand. Rien de plus. Virginie s'est volatilisée, les recherches resteront vaines. Samedi 30 mai 1987, Emma Grédari, une petite Mauricienne de 11 ans, disparaît à Malakoff, au sud de Paris. Et ce samedi 30 mai, elle part chercher à quelques centaines de mètres de chez elle une équerre pour finir un devoir, un dessin, quelque chose comme ça. C'est ici, boulevard de Stalingrad, qu'Emma vit avec ses 2 sœurs et ses parents. Ce samedi-là, il fait beau. Emma sort de chez elle à 15h. Elle doit marcher un quart d'heure pour se rendre au petit centre commercial de Malakoff. Dans cette librairie, elle achète une équerre. Elle sort de la boutique à 15h20. Plus personne ne la reverra vivante. 1 heure plus tard, son corps est retrouvé en flammes sur ce parking entouré d'immeubles de Châtillon-sous-Bagneux. Cet enfant, ce corps, on prend le temps d'y mettre le feu quasiment au vu de tout passant possible. Mais la liste macabre va encore s'allonger. Mercredi 3 juin 1987, à Bouleurs, en Seine-et-Marne,
on perd la trace de Perrine Vigneron. La petite Perrine part, comme tous les mercredis, à son cours de poterie. Et la salle où a lieu le cours de poterie est à peu près entre 6 et 800 mètres de la maison familiale. Perrine a 7 ans. Elle habite ici avec ses parents et ses 2 sœurs. Ce jour-là, le temps est à l'orage. Avec l'orage, son père lui avait demandé d'attendre un petit peu, que ça se calme, et comme ça se calmait pas, elle est donc partie. 16 heures. Malgré la pluie, Perrine quitte la maison. Pas question de renoncer à la poterie. Elle n'est qu'à 800 mètres de son cours. Pour la première fois, elle est autorisée à s'y rendre seule. À 18 heures, ne la voyant pas revenir, son père se rend à l'atelier. Il apprend que Perrine n'est jamais arrivée à son cours. Affolé, M. Vigneron prévient la gendarmerie, qui réagit immédiatement. La veille, dans ce même village, un enfant avait échappé de justesse à un homme au volant d'une voiture blanche. À 20 heures, gendarmes et villageois se mettent à la recherche de Perrine. Mais elle ne sera jamais retrouvée vivante. Perrine sera retrouvée le samedi 27 juin à une trentaine de kilomètres de son lieu d'enlèvement, à Chelles. À côté du corps, les chaussures et le petit gilet rouge de la fillette sont parfaitement pliés. Les enquêteurs à l'autopsie se sont rendus compte qu'elle avait été violée et étranglée. À 50 km de là, ce même samedi, 2 heures à peine après la découverte du corps de Perrine, Sabine Dumont est enlevée à Bièvre. 5 octobre 1987, l'acte final de la série noire. Dans ce verger de Mareuil-les-Maux, en Seine-et-Marne, un enfant est retrouvé sans vie. L'identification sera difficile. Le cadavre a séjourné longtemps dehors, il est dans un état de décomposition avancée. On va l'identifier par son empreinte dentaire. Donc on sait que c'est Virginie Delmas. Le complément d'autopsie va préciser qu'elle a été étranglée et violée. Virginie Delmas, la première disparue, la seule des 4 fillettes dont on n'avait pas retrouvé le corps. 5 mois plus tard, les derniers espoirs sont anéantis. Virginie, Perrine, Emma, Sabine. Toutes les 4 ont été enlevées, violées, puis étranglées. Ont-elles été les victimes du même tueur? Moi, j'ai fait le lien avec la disparition des autres enfants et j'ai posé la question aux enquêteurs, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un tueur en série? Et on nous a toujours dit que les tueurs en série n'existaient pas en France. En 1987, beaucoup d'enquêteurs sont encore persuadés que les tueurs en série sont une spécialité américaine. Mais leur scepticisme s'appuie aussi sur les faits. Les 4 crimes présentent des différences flagrantes dans leur mode opératoire. Jean-Marc, est-ce que selon vous, les 4 fillettes ont pu être victimes d'un même tueur en série? Oh là, prudence Arnaud. Il y a beaucoup de fantasmes sur les tueurs en série. Maintenant d'ailleurs, pour faire moins peur, on les appelle meurtriers réitérants. Mais on a toujours tendance à en voir partout, dès qu'on a plusieurs crimes non élucidés à la suite. Là, on a quand même 4 petites filles qui ont été enlevées à la même période, alors qu'elles étaient seules dans la rue, et qui ont presque le même âge. Faut pas se laisser aveugler par les similitudes. Statistiquement, les petites filles âgées de 8 à 11 ans sont la cible privilégiée des pédophiles. Derrière ces crimes, il peut donc y avoir 2, 3 ou 4 auteurs qui ont la même pathologie et qui choisissent des victimes du même âge. Est-ce que tous les rapprochements ont pu être faits systématiquement à l'époque? Les enquêtes ont été confiées à des services différents, gendarmerie, PJ de Seine-Saint-Denis, PJ des Hauts-de-Seine? Ça n'a sûrement pas facilité le recoupement de toutes les informations, même des plus petits détails contenus dans chacun des dossiers. Depuis, l'OCRVP, l'Office central qui s'occupe des cold cases, a repassé ses affaires au crible, en cherchant toutes les comparaisons possibles, sans plus de succès. Même si à première vue, les crimes se ressemblent fortement, il y a des éléments qui les distinguent. Géographiquement d'abord. Perrine et Virginie ont été enlevées dans la banlieue est, à une 50aine de kilomètres de Bièvre, qui est à l'ouest de la capitale. Ensuite, du point de vue du mode opératoire, leur corps ne présentait pas de traces de brûlure, donc le meurtrier n'a pas tenté d'y mettre le feu. En revanche, les meurtres d'Emma Grédary et de Sabine Dumont se ressemblent de manière troublante. D'abord, l'âge est pratiquement le même. Ensuite, le mode opératoire est très similaire. Des violences sexuelles, la strangulation et la crémation post-mortem. Enfin, il y a le rapprochement géographique. Emma a été enlevée à Châtillon, à 12 km de Bièvre. Et les similitudes entre les 2 crimes vont plus loin.
Comme Sabine, Emma a été enlevée un samedi et comme Sabine, elle revenait d'une course à la librairie, seule dans une ville en fête. Un mois avant le meurtre de Sabine Dumont, le samedi 30 mai 1987, en début d'après-midi, un incendie survient à Châtillon-sous-Bagneux, à l'intersection des rues Guinemer et Jean Mermoz. C'est là que passe Liliane Lessac, au moment même où l'incendie démarre. Le samedi 30 mai, je revenais de faire des courses de cette direction-là. J'ai vu de la fumée qui provenait d'à côté d'un camping-car garé sur le parking à cet endroit-là à peu près. Liliane est loin d'imaginer ce qui est en train de brûler à quelques mètres d'elle. En m'approchant, j'ai cru que c'était un jouet, une poupée. Et en m'approchant davantage, c'est là que j'ai vu que c'était une petite fille avec des cheveux longs noirs. Le camping-car était ici et le corps de la petite était là. Alertés, la police et les sapeurs-pompiers éteignent l'incendie et tentent de ranimer le corps. Mais il est trop tard. Le cadavre est rapidement identifié. Il s'agit d'Emma Grédary, 11 ans, disparue quelques heures plus tôt. Sa mère, encore très marquée par le drame, a chargé son avocate, maître Delphine Desvillettes, de nous livrer les premières constatations faites par les enquêteurs. Son corps est entièrement dénudé, elle porte des traces de strangulation. Son corps est revêtu de coulures sur une grande partie d'un produit qui dégage une odeur de résine synthétique, de solvant. Ce qu'il constate aussi, c'est que le centre du feu se situe au niveau du bas-ventre. Comme pour Sabine Dumont, l'auteur du crime a enflammé le corps à l'aide d'un produit chimique. L'enfant est allongé sur le dos, entièrement nu. Ses vêtements ont disparu, ils ne seront jamais retrouvés. Les enquêteurs veulent comprendre ce qui s'est passé et s'évertuent à reconstituer la journée de la petite fille. Ce samedi 30 mai, en début d'après-midi, Emma fait ses devoirs. Mais elle ne trouve plus son équerre. Elle sort donc pour en racheter une. Alors après déjeuner, vers 15h, Emma demande à ses parents si elle peut aller acheter une équerre. Elle demande d'ailleurs à sa sœur si elle veut venir avec elle. Et sa sœur lui dit non, je suis fatiguée, donc elle y va seule. Contrairement à Sabine, Emma a l'habitude de sortir seule. Pour se rendre au petit centre commercial de Malakoff, sur le rond-point Henri Barbus, elle doit parcourir 800 mètres à pied sans aucune route à traverser. Ce jour-là, elle porte une tenue d'été, un t-shirt rose et un pantalon jaune. Le libraire confirme avoir vendu l'équerre à la petite Emma et précise qu'elle était seule. 1 heure seulement après avoir quitté sa famille, Emma est retrouvée sans vie sur le parking de cette résidence de Châtillon-sous-Bagneux. Alors près du corps, les services de police trouveront de rares indices, 4 allumettes dont 3 ont été utilisées. Autour du corps, les indices sont maigres, mais il y a un témoin oculaire qui a assisté à la scène. Ce 30 mai 1987, c'est jour de fête à Malakoff. On inaugure les nouveaux équipements du stade Marcel Cerdan. Au programme, spectacle et saut en parachute. Un événement que le mari de Madame D, aujourd'hui décédé, a regardé depuis sa fenêtre au 9e étage de cet immeuble. Son regard est attiré par les va-et-vient d'un homme blond sur le parking à une quarantaine de mètres de là. Madame D, son épouse, se souvient parfaitement du signalement donné par son mari. Elle a accepté de témoigner à visage caché. Mon mari a vu un monsieur avec des gants de sécurité. Il avait l'air d'avoir une quarantaine d'années, grand, plutôt mince. Il est étonné car cet homme porte des gants de cuir de couleur grise, ce qui lui paraît surprenant car il fait beau ce jour-là et qu'il n'y a pas de raison de porter des gants. Aucun doute, le mari de Madame D a vu l'assassin d'Emma, qui portait sûrement des gants pour se protéger des flammes. À la même heure, un peu avant 16h30, une Renault 5 de couleur claire est vue par un autre témoin en train de quitter les lieux en trombe. Malgré ces témoignages, aucun portrait robot ne pourra être établi. Les seuls éléments supplémentaires seront fournis par l'autopsie. Alors l'autopsie révélera que le décès de la petite Emma a été causé par la strangulation. Donc on sait qu'elle est décédée avant l'incendie. On trouve également du sperme dans le vagin, donc on sait qu'elle a été violée. Enfin, on trouve des traces de sang séché sous les ongles d'Emma. Et ce sang est du groupe A positif, comme celui qu'on retrouvera un mois plus tard sous les ongles de Sabine. Dernier élément, capital pour l'enquête, le liquide qui a servi à brûler le corps d'Emma. D'après les analyses, il contient du styrène,
un produit chimique dangereux et plutôt rare, dont nous parle Ludovic Julien, directeur du département chimie à l'École normale supérieure de Paris. Le styrène est un produit chimique qu'on dit aromatique, avec une odeur un petit peu particulière, qui est utilisé comme réactif dans l'industrie pour produire par exemple le polystyrène, qui constitue les boîtes isothermes des glaces, ou d'autres objets comme par exemple les boîtiers de compact disque. Ou bien on l'utilise comme diluant et qui, après polymérisation, permet d'obtenir des surfaces dures, par exemple quand on fait de la réparation d'une carrosserie automobile ou pour former des films plastiques étanches. Donc c'est quelque chose qu'on peut trouver par exemple effectivement en marborerie, mais qu'on pourra trouver en imprimerie pour obtenir des encres indélébiles. Contrairement au white spirit, le styrène brûle très rapidement. Potentiellement explosif, hautement toxique, ce n'est pas un produit grand public, il ne s'achète pas en grande surface. En l'utilisant, le meurtrier d'Emma a peut-être trahi sa profession. Pour les enquêteurs, c'est l'indice principal. Carrossier, marbrier, imprimeur, toutes les pistes sont examinées, sans succès. Le 15 janvier 1996, 9 ans après l'ouverture de l'enquête, sans aucun suspect sérieux, le juge d'instruction ordonne un non-lieu. Aujourd'hui, il faudrait un élément nouveau pour ouvrir le dossier Grédari. Un espoir demeure, les progrès décisifs de la police scientifique en matière de traces génétiques. Malheureusement, dans le cas d'Emma, les prélèvements biologiques qui avaient été faits ont été détruits, ce qui était normal. Mais donc on ne peut plus compter sur ces prélèvements pour trouver de l'ADN. Les scellés ont été détruits. Mais pour le médecin légiste Olivier Roda, le corps d'Emma, enterré depuis 22 ans, peut avoir conservé des traces génétiques de son assassin. C'est pas impensable, 22 ans après la mort, de retrouver des éléments qui puissent permettre de confondre l'auteur d'un viol. Comme les cheveux, les ongles se désagrègent très lentement. Malgré le temps, Emma a peut-être gardé sous les siens l'identité de son bourreau. La première chose qui frappe dans le meurtre d'Emma, au-delà de l'atrocité du crime lui-même, c'est le lieu qu'a choisi le tueur pour se débarrasser du corps. C'est très exposé sous les fenêtres d'une résidence. Mais au moment des faits, il y a un camping-car qui est garé sur le parking et qui protège en partie la scène du regard. On a quand même l'impression que le meurtrier prend un risque énorme. Peut-être qu'il agit sous le coup de l'impulsion et qu'il prend simplement la première solution qui se présente à lui. Il faut bien réaliser que tout est allé très vite. Entre le moment où Emma disparaît et le moment où on découvre son corps, il s'est passé moins de 2 heures. On peut très bien imaginer qu'Emma a été violée et tuée à cet endroit-là. Quelqu'un aurait forcément entendu des cris. Pas forcément si ça s'est passé dans une voiture. Et c'est d'ailleurs l'hypothèse que les enquêteurs ont privilégiée. On peut reconstituer assez précisément la séquence criminelle. Le meurtrier sort le corps du véhicule, le dépose par terre, puis va chercher le bidon contenant du produit inflammable, un produit assez rare qui contient du styrène. On a retrouvé des traces de ce produit sur le corps d'Emma et une marque sur le sol à l'endroit où le tueur a posé le bidon. Il répand le produit inflammable principalement sur la partie inférieure du corps, celle qui a été le plus touchée. Il craque plusieurs allumettes qu'on retrouve par terre près du corps. Ensuite, il met le feu et repart aussitôt. Juste après le début de l'incendie, des témoins ont vu une Renault 5 de couleur claire, immatriculée à Paris, démarrer sur les chapeaux de roue. On a donc le signalement d'un véhicule qui ne correspond pas à celui qui a été repéré dans l'affaire de Sabine, puisqu'il s'agissait d'une BMW. En admettant que ce soit bien le meurtrier qui était au volant de la Renault 5, il peut avoir 2 voitures ou en avoir emprunté une. On a aussi un signalement physique grâce au couple de témoins qui ont remarqué ses allées et venues sur le parking juste avant l'incendie. Ils décrivent un homme de type européen, blond, d'une 30aine d'années, un peu dégarni. Là encore, pas facile de faire le rapprochement. Il n'y a pas eu de portrait robot d'établi à partir de ces témoignages. Est-ce qu'on a au moins montré le portrait robot du meurtrier présumé de Sabine aux 2 témoins de l'affaire Emma Grédari pour voir s'ils le reconnaissaient? Pas à notre connaissance. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'âge et la couleur des cheveux correspondent. On recherche dans les 2 affaires un homme blond, âgé d'une 30aine d'années au moment des faits. En 1996, l'affaire Emma Grédari s'est soldée par un non-lieu. Elle n'a pas apporté d'éléments supplémentaires à l'enquête sur le viol et le meurtre de Sabine Dumont. Mais on peut quand même essayer de cerner la psychologie du tueur de Sabine. L'âge de ses victimes, le lieu de l'enlèvement, la nature des sévices, la façon dont il s'est débarrassé du corps et le fait qu'il ait conservé un trophée de son crime. Tous ces éléments désignent un type de prédateur bien particulier. Sylvia Brégé est criminologue. Elle conseille policiers et gendarmes dans les enquêtes sur les crimes pédophiles.
Elle nous livre ses réflexions sur le profil du meurtrier de Sabine Dumont. On peut éventuellement se dire que c'est un individu jeune, plutôt jeune au moment des faits. On peut faire une fourchette 25-35 ans. Peut-être a-t-il une invalidité, quelque chose qui le fait souffrir. En tout cas, c'est sûr, il y a quelque chose qui le met en colère. Et donc, il veut se venger de ça. C'est de là que partent tous ces fantasmes, c'est la colère. Dans les fantasmes de l'auteur, il imagine qu'il reprend le contrôle de sa vie. Il a du pouvoir. Et ça passe par quoi, ce pouvoir? Par la violence. La violence sur plus faible que lui. Avant de passer à l'acte, le meurtrier de Sabine a-t-il prémédité son crime? Les actes qui ont été commis laissent très clairement penser que c'est quelque chose qui a été imaginé, fantasmé. Donc c'est quelque chose qui a été quelque part prémédité. Le 28 juin 1987, il kidnappe, viole et tue. Mais pourquoi a-t-il brûlé le cou et le visage de sa victime? Peut-être parce que ça fait partie de ses fantasmes, éventuellement, mais surtout parce qu'il veut retarder l'identification de cette petite fille, ralentir l'enquête et effacer éventuellement certaines traces, parce qu'il voit bien qu'il a commis une très très lourde erreur. Le dépôt du corps, entièrement dénudé dans un endroit fréquenté, est aussi très frappant. Peut-il avoir une signification pour l'auteur? Il faut voir comment le corps a été déposé. Si la pose est humiliante, c'est vraiment pour choquer les gens, pour bien dire, voilà, c'est moi le plus fort. Et le but aussi, c'est de blesser la famille. Voilà, c'est tout cet ensemble. Là, le corps de Sabine a été déposé. Il n'y avait pas de pose humiliante. En revanche, il n'y avait plus de vêtements. Sabine était nue. On a retrouvé ses vêtements de l'autre côté de la route, tous sauf un, sa culotte. Pour la criminologue, le meurtrier a volontairement conservé un trophée. Ils ont besoin de se rappeler de ce qu'ils ont fait. Il y a généralement une masturbation compulsive qui permet de baisser la tension parce qu'ils se rappellent ce qu'ils ont commis. Mais depuis la mort de Sabine en juin 87, on n'a pas répertorié d'autres meurtres présentant le même mode opératoire et la même signature. Le tueur aurait-il pu s'arrêter de lui-même? Peu probable. Une personne qui est mentalement, pathologiquement atteinte n'a aucune raison de s'arrêter. Une fois qu'elle a goûté, entre guillemets, au crime, elle continuera afin de retrouver toutes les émotions, l'extase que cette personne éprouve au moment où elle visualise ses fantasmes. Il y a peu de chances qu'il soit arrêté de lui-même, donc peut-être que quelque chose est venu y mettre un terme. On ne peut que faire des conjectures. L'auteur est peut-être mort. Il a aussi pu changer de pays. Enfin, il a pu évoluer dans son mode opératoire, ce qui rendrait sa capture encore plus difficile. Jean-Marc, le détail le plus frappant, c'est que le tueur a conservé la culotte de Sabine. Ça dénote une perversion très profonde. Mais surtout, ça pourrait permettre de confondre le meurtrier, car il est très possible qu'il ait conservé ce qu'il considère comme un trophée dans une cachette, au fond d'un tiroir ou dans une cave. Quelqu'un dans son entourage a peut-être eu des soupçons, quelqu'un sait peut-être quelque chose. Si c'est le cas, bien évidemment, cette personne doit contacter les enquêteurs. On n'a pas forcément affaire à un homme seul, isolé socialement. Les pédophiles ne sont pas tous des chômeurs, célibataires ou des SDF, loin de là. Au contraire, ça peut être un bon père de famille, apparemment bien sous tout rapport, avec un métier, une vie bien réglée, parfaitement intégrée. Mais un de ses proches, un membre de sa famille, a pu remarquer un comportement étrange au moment des faits. Quoi, par exemple? Des déplacements inhabituels, des absences inexpliquées ou mal expliquées le week-end du 27 et 28 juin 1987. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, il a pu avoir des pensées obsessionnelles, voire des signes de dépression. Selon vous, est-ce que le tueur de Sabine est forcément un criminel récidiviste? C'est très souvent le cas avec les criminels sexuels. Ils sont sous l'emprise d'un fantasme qui les obsède et qu'ils ne peuvent pas réprimer. Tôt ou tard, ils cèdent. Mais ils ne passent pas à l'acte d'un seul coup, c'est progressif. Au début, ils font des erreurs et ils peuvent se faire repérer. Sabine a été enlevée en plein jour et en plein centre-ville sans que personne ne remarque rien. L'auteur n'était sûrement pas à sa première tentative. Il a eu le temps de perfectionner son mode opératoire et d'apprendre de ses erreurs. Tout ça a peut-être commencé par de l'exhibitionnisme, des tentatives d'attouchement. Il a pu aborder d'autres petites filles avant juin 87 sans aller jusqu'au viol et au meurtre. Si c'était le cas, celles qui en ont réchappé seraient toujours vivantes aujourd'hui. Elles auraient la trentaine et elles pourraient encore témoigner. Ouais,
c'est souvent un traumatisme très difficile à surmonter. Les victimes ressentent de la honte, de la culpabilité, et il est possible que certaines se soient tuées à l'époque et qu'elles aient refoulé leurs souvenirs pendant toutes ces années. Les enquêteurs ont bien sûr toujours gardé à l'esprit cette hypothèse du criminel récidiviste et elle leur a ouvert plusieurs pistes, dont une dès les premiers jours de l'enquête. Le lundi 29 juin 1987, le surlendemain du meurtre de Sabine, un homme est arrêté à une trentaine de kilomètres de Bièvre. Il est en compagnie d'une fillette de 9 ans. Il est 17h30 ce lundi 29 juin 1987. Un homme de type européen et une petite fille d'origine africaine sortent d'une voiture blanche et se dirigent vers cette clairière de la commune de Vic, dans les Yvelines. Serge, qui a souhaité garder l'anonymat, est témoin de la scène. Intrigué, il s'approche de la voiture. Dans le coffre, un bidon d'essence et une tronçonneuse. Mais c'est un autre détail qui va retenir son attention. Sur la banquette arrière, un journal ouvert relatant des faits de gamines qui avaient été enlevées, violées. En découvrant les coupures de presse sur les 4 petites filles assassinées, Serge imagine le pire. Il appelle immédiatement la gendarmerie. Se sentant observé, l'homme remonte dans sa voiture avec la fillette et tente de s'enfuir. L'idée nous vient de barrer la route le temps que la gendarmerie arrive pour que cet homme ne s'enfuit pas. Serge a alors tout le temps d'observer le conducteur suspect. Il était grand, une quarantaine d'années, de mémoire avec des lunettes, des cheveux un peu ondulés, sans attitude particulière. Les gendarmes arrivent sur les lieux. L'homme finit par avouer qu'il a enlevé Tania, 9 ans, l'après-midi même à Trappes, à 15 km de là. C'est un entrepreneur de 54 ans, père de 3 enfants. Pour le SRPJ de Versailles et les autres services enquêteurs, il devient le suspect numéro 1 dans les meurtres des 4 fillettes. Pendant la garde à vue, son emploi du temps est passé au peigne fin. Mais l'homme a des alibis en béton, confirmés par de multiples témoignages. Pour l'enlèvement de Tania, il sera inculpé de tentative de viol sur mineur, mais il ne peut en aucun cas être le meurtrier de Sabine, ni des 3 autres fillettes. La piste se referme. En 1990, nouveau rebondissement. Gérard Lebourg, un cuisinier de 29 ans, est arrêté. Il reconnaît avoir tué Delphine Boulet, 10 ans. Le père de Delphine, fondateur de l'association des parents d'enfants victimes, nous explique combien le meurtre de sa fille ressemble à celui de Sabine. Elles avaient à peu près le même âge, elles avaient été agressées toutes les deux et leur corps avait été brûlé. Et c'est vrai que ça a pu nous faire penser que le même individu avait pu commettre les faits. Alain Boulet revient sur les circonstances du drame qui a touché sa fille. Fin août 1988, Delphine était dans un camp scout en Normandie, à Villerville. Et durant la nuit, elle est sortie de la tente et un individu était planqué à côté du camp et l'a enlevée à ce moment-là et l'a emmenée dans sa voiture. Le 9 septembre 1988, 12 jours après son enlèvement, le corps de Delphine est retrouvé carbonisé à une vingtaine de kilomètres de son camp, dans une forêt très fréquentée. 2 animateurs, puis le directeur du camp scout, avaient été soupçonnés avant d'être mis hors de cause. Le portrait robot établi après le meurtre de Sabine avait même été publié à nouveau dans la presse, sans résultat. En 1990, c'est un appel téléphonique qui finit par mettre les gendarmes sur la piste de Gérard Lebourg, employé d'un restaurant. Et le patron avait trouvé dans une mallette des lettres où il s'accusait du meurtre de Delphine, où il disait comment violer une petite fille, et c'était un pédophile qui collectionnait des photos, découpait des catalogues, des choses comme ça. Donc on voyait que c'était un individu dangereux. On était à la rentrée des classes et il marquait qu'il projetait d'enlever notre petite fille dès que l'école allait reprendre. En garde à vue, Lebourg passe aux aveux. Si sa culpabilité dans le meurtre de Delphine ne fait aucun doute, pour les enquêteurs du SRPJ de Versailles, il ne peut matériellement pas être l'assassin de Sabine. Geneviève et Christian Dumont sont alors partagés entre le désespoir et la colère. Je me suis fâchée, j'ai dit que c'était inadmissible qu'à l'heure actuelle dans notre pays, on assassine impunément des petites filles. Et je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une justice à leur rendre. C'est un devoir de leur rendre justice. 4 ans plus tard, en 1995, nouveau coup de théâtre avec l'ouverture en Grande-Bretagne du procès de Robert Black, chauffeur-livreur de 47 ans, présenté comme le pédophile le plus dangereux du pays.
Détail troublant, il viole ces jeunes victimes dans une camionnette blanche et brûle leurs cadavres avec du white spirit. Black possède par ailleurs une propriété en Dordogne. Il aurait donc pu sévir en France. Mais les enquêteurs ne parviendront pas à établir avec certitude la présence de Robert Black sur le territoire au mois de mai et juin 87. Une troisième piste se referme. 8 ans après le meurtre, l'assassin de Sabine court toujours. Ni le délinquant sexuel pris en flagrant délit dans les Yvelines, ni le meurtrier de la petite Delphine Boulet, ni le tueur en série anglais n'ont pu être incriminés dans le meurtre de Sabine Dumont. L'enquête est dans l'impasse. Mais au cours des années 90, la police scientifique va connaître une véritable révolution, celle de l'ADN. À partir des traces biologiques retrouvées sur des scènes de crime, il est désormais possible d'isoler une empreinte génétique propre à chaque individu. On peut donc faire des comparaisons avec des ADN de suspects ou de criminels déjà arrêtés. Les possibilités sont immenses. Or, dans l'affaire Dumont, certains scellés ont été conservés, notamment les vêtements de Sabine. En 1999, 12 ans après les faits, ces vêtements vont faire l'objet de nouvelles analyses et on va découvrir sur le t-shirt de la fillette une trace biologique qui ne peut appartenir qu'à une seule personne, son assassin. Jean-Marc, cet ADN est providentiel puisqu'on détient désormais l'identité génétique du tueur de la petite Sabine Dumont. Oui, cet ADN, on l'a isolé et enregistré au fichier national des empreintes génétiques. Donc on pourra toujours faire de nouvelles comparaisons si on appréhende un nouveau suspect dans cette affaire ou dans n'importe quel autre type d'affaire. On pourrait aussi faire des comparaisons avec les autres meurtres de petites filles commis à l'époque, notamment celui d'Emma Grédary. Ce serait difficile, mais pas impossible. En 87, on avait retrouvé du sang sous les ongles d'Emma. On avait même pu déterminer le groupe sanguin, A+. Ça n'avait pas été jugé pertinent puisque c'était le groupe sanguin d'Emma. Et on n'avait pas pu extraire d'ADN, la technique à cette époque n'existait pas. Mais avec les progrès de la police scientifique, on pourrait refaire de nouvelles analyses aujourd'hui. Malheureusement, les prélèvements ont été détruits. La seule solution serait d'exhumer le corps d'Emma pour faire de nouveaux prélèvements. Plus de 20 ans après, elle conserve peut-être encore l'ADN de son assassin sous ses ongles, même très dégradés. Et on pourrait enfin savoir si les deux petites filles ont été victimes du même auteur. Malgré les nouveaux prélèvements ordonnés par le juge d'instruction, l'ADN retrouvé sur le t-shirt de Sabine garde son secret. En mai 2008, près de 10 ans après sa découverte, les derniers espoirs de retrouver l'assassin sont sur le point de s'éteindre. Contre toute attente, c'est la publication d'un livre qui va les rallumer. C'est ce livre, intitulé « Le silence des autres », qui va relancer les enquêtes sur les meurtres des petites filles en région parisienne, plus de 20 ans après. L'auteur, Lydia Guardo, y raconte son calvaire. Pendant 28 ans, elle a été violée et séquestrée par son père adoptif, Raymond Guardo. Un inceste dont sont nés 6 enfants dans l'indifférence de tous les habitants de Coulombe, un village de Seine-et-Marne. Guardo est mort en 1999. Mais Lydia reste persuadée qu'elle n'a pas été sa seule victime. C'est un mec qui était trop méchant. C'était une pourriture. Quand je vois tout ce qu'il faisait sur nous, sur moi, sur mes enfants, il est capable de faire sur quelqu'un d'autre. Lydia soupçonne son bourreau d'être le meurtrier des 4 petites filles tuées en 1987. D'abord, à cause des brûlures faites par des produits chimiques sur les corps de Sabine Dumont et Emma Grédary. Elles rappellent à Lydia les sévices qu'elle a elle-même subis. Ben nous, il se servait beaucoup de produits ici. Hein. Moi, pour me brûler, il me prenait de l'acide chlorhydrique. Quand je voulais pas faire une certaine chose, tu veux pas, tu vas souffrir autrement. Et donc tout mon corps est brûlé avec l'acide chlorhydrique. Autre détail à l'appui des soupçons de Lydia, l'époque des meurtres. Printemps 87, j'étais enceinte. J'étais enceinte, donc il me touchait pas. C'était pas... Non, il voulait pas. Il voulait pas que ça touche le gamin. Il fallait pas salir son bébé. Mais qui était Raymond Guardo, cet homme capable du pire? En 1987, il est imprimeur itinérant. À bord de cette camionnette blanche, il parcourt les marchés des environs de Meaux en compagnie de sa fille. Un homme à 2 visages, sur lequel le journaliste Bruce de Saint-Cernin a beaucoup enquêté. Il y a le commerçant
Et d'un autre côté, une fois qu'il rentre chez lui, c'est un barbare, un violeur, un homme qui met en danger de mort une de ses enfants, Lydia. Ce barbare a-t-il pu commettre les meurtres qui ont ensanglanté la région parisienne au printemps 87 ? Les gendarmes qui enquêtent sur son passé vont découvrir une série de coïncidences suspectes. Les gendarmes ils m'ont demandé, on aimerait savoir où ils vous emmenaient votre père. Donc je les ai emmenés où il y avait mon père qui m'emmenait. Lydia emmène les enquêteurs dans un verger, à Mareuil-les-Maux, à 100 mètres à peine de l'endroit où l'on a retrouvé le corps de Virginie Delmas. On allait manger là-bas. On allait manger, les mômes sortaient dehors et ils faisaient ce qu'il y avait à faire après sur moi. Mais ce chemin, on y allait tous les jours. Les soupçons se renforcent pour le meurtre de Perrine Vigneron. La fillette de 7 ans est enlevée à Bouleurs, à seulement 1 kilomètre du domicile de Guardo. Et la manière dont les vêtements retrouvés sur la scène de crime ont été pliés semble également accuser l'imprimeur. Quand le vieux, quand il déshabillait ou quand il déshabille n'importe qui, il pliait toujours les affaires. C'était un maniaque. Cette manie signe-t-elle la culpabilité de Guardo ? Quand Lydia apprend que l'assassin de Perrine aurait conservé ses lunettes, elle attire l'attention des enquêteurs sur les murs de sa maison. Mon père faisait des caches dans les murs, mais des caches... par exemple, on enlevait une planche. Dans cette planche, il y avait plein de trucs. Pour la petite, oui, il peut avoir caché quelque chose. Une perquisition a bien été ordonnée dans la maison de Coulombe, mais les murs n'ont pas été sondés. Peut-être cache-t-il encore des secrets. Pour Bruce de Saint-Cernin, ce sont les déplacements de Guardo qui soulèvent le plus de soupçons. Il empruntait quotidiennement la nationale 34. Or, Perrine et Virginie ont été enlevés de part et d'autre de cet axe. Et leur meurtrier l'a forcément emprunté pour se débarrasser des corps. Autant Perrine Vigneron a été enlevée à Bouleurs et retrouvée 30 km plus loin à Chelles, que Virginie Delmas a été enlevée à Neuilly-sur-Marne et retrouvée 30 km plus loin vers Meaux, c'est-à-dire à Mareuil-les-Maux, pas si loin de Bouleurs. C'est peut-être qu'une coïncidence, mais c'est une coïncidence troublante. 30 km de part et d'autre d'un axe central. Des vêtements bien pliés. Une scène de crime fréquentée par Raymond Guardo. Autant de points qui semblent relier l'imprimeur à au moins 2 des 4 meurtres commis au printemps 87. Mais qu'en est-il d'Emma Grédari, disparue à Malakoff le jour de l'inauguration du stade Marcel Cerdan? Raymond Guardo était un fanatique de boxe, en plus en vénération par rapport à Marcel Cerdan. Guardo était-il à l'inauguration du stade le samedi 30 mai 1987? À ce jour, l'enquête n'a pas pu le déterminer. Mais d'après son carnet d'adresses, Raymond Guardo avait bien des amis à Malakoff. Et il y a un autre recoupement. Guardo était imprimeur. Sa profession pouvait l'amener à utiliser pour diluer ses encres des produits à base de styrène. Enfin, il était de groupe sanguin A positif. Un faisceau de présomption, mais pas de preuve irréfutable. Reste le cas de Sabine Dumont. Elle est enlevée à plus de 65 km du domicile de Guardo. Mais contrairement aux 3 autres meurtres, on dispose dans le cas de Sabine d'une preuve matérielle irréfutable. L'ADN retrouvé sur son t-shirt qui ne peut être que celui du meurtrier. Au moment où les enquêteurs entament leur recoupement, Guardo est mort depuis 10 ans. Mais on peut toujours extraire son ADN et faire la comparaison décisive puisqu'il a été inhumé. L'exhumation du corps de Raymond Guardo est donc ordonnée le 11 juin 2009. Dans la journée, le corps a été emmené à l'Institut médico-légal, a été ramené, et très vite après, il y a eu les résultats, comme quoi ça ne correspondait pas. L'ADN a parlé, le verdict est sans appel. Raymond Guardo n'a pas tué Sabine Dumont. Raymond Guardo pourrait bien être l'assassin de Perrine et de Virginie, puisqu'il circulait à l'époque sur la nationale 34, dans la région où les 2 fillettes ont été enlevées et tuées. Les déplacements de Guardo, au moment des faits, semblent correspondre. Mais à ce jour, on n'a pas obtenu de preuves irréfutables. Donc l'enquête se poursuit. En revanche, malgré les espoirs qu'on avait fondés sur son ADN, il ne correspond pas à celui qu'on a extrait du t-shirt de Sabine Dumont.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait relancer l'enquête? Grâce aux efforts des parents de Sabine, le dossier est resté ouvert. L'affaire n'a pas été classée. Peut-être que le meurtrier frappera ailleurs, qu'il commettra une erreur et qu'on pourra le confondre à l'aide de son ADN. Il a aussi pu changer de pays, et tous les rapprochements n'ont pas forcément été faits avec des crimes similaires commis à l'étranger. Plus de 20 ans après les faits, est-ce qu'on peut encore recueillir des témoignages fiables? Chacun peut faire l'effort de se replacer dans le contexte de l'époque pour faire remonter des souvenirs par association d'idées. Par exemple, en se remémorant l'actualité, les grands événements sportifs, les films qui sont sortis, les tubes qui sont passés à la radio, ou tout simplement en se replongeant dans les albums de famille. Et puis, le temps permet aussi de délier les langues, comme l'a prouvé l'affaire Guardo. Oui. Si quelqu'un sait quelque chose au sujet du meurtre de Sabine, ou si quelqu'un a remarqué un comportement suspect parmi ses proches au mois de juin 87, et s'il avait peur de parler à l'époque, il peut le faire aujourd'hui. Il y a forcément des blancs dans cette enquête qui peuvent encore être remplis. Dans les affaires non élucidées, on ne sait jamais si c'est le crime qui est parfait ou si c'est l'enquête qui est imparfaite. Moi, je suis optimiste, et je préfère croire qu'il n'y a pas de crime parfait. Le viol et les meurtres de Sabine resteront-ils impunis? Et leur auteur libre de frapper à nouveau, s'il ne l'a pas déjà fait. Malgré le temps, les fausses pistes et les espoirs déçus, 23 ans après, l'enquête peut toujours aboutir. Malgré le temps qui passe, les questions demeurent sans réponse. Une situation insoutenable pour Geneviève et Christian Dumont. On a eu la garantie que tout serait fait pour retrouver le prédateur. Et ben, voilà où on en est, parce que ça fait 22 ans et puis il court toujours, quoi. Aujourd'hui, le besoin de justice a remplacé la colère. Nous, on n'a pas de haine ni de vengeance. On veut simplement savoir ce qui s'est passé au bout de 22 ans. Et Geneviève Dumont vit dans l'espoir d'assister un jour au procès de celui qui lui a enlevé sa fille. Moi, je pourrais absolument soutenir le regard de l'homme qui a tué ma fille. Ça, oui, c'est certain. Et bien le regarder dans les yeux et que lui me regarde. Comment imaginer que personne n'ait rien vu ce soir du samedi 27 juin où Sabine a disparu? Peut-on encore remettre la main sur les photos prises lors du cross de l'école de Bièvre au printemps 87? A-t-on vraiment entendu tous les témoins potentiels? Non loin du lieu de son enlèvement, à l'angle de la rue du Petit Bièvre et de l'avenue de la Gare, il y avait un mariage. On n'en a jamais retrouvé le moindre convive. À ce mariage, les gens vont se rappeler que ce 27 juin 87, ils se sont mariés à Bièvre, au Parador, et peut-être que quelqu'un est sorti, peut-être que quelqu'un est parti voir à sa voiture, peut-être que même si c'est un enfant, maintenant l'enfant a grandi, il a peut-être vu quelque chose dont il ne s'est pas rendu compte de la gravité à cette époque-là. Les Dumont veulent croire qu'un nouveau témoignage pourrait relancer l'enquête et leur apporter enfin les réponses qu'ils réclament depuis tant d'années. Ça fait longtemps qu'on attend. Donc là, oui, certainement, oui, on attend que quelqu'un parle. Peut-être que certains enfants, comme de l'âge de Sabine, ont vu des choses. Aujourd'hui, ces enfants, ils ont 30 ans, peut-être qu'ils se souviennent de certaines choses. Pour nous, c'est dramatique parce qu'on a l'impression qu'on tue Sabine, encore une autre fois. Et c'est monstrueux pour nous parce que Sabine, elle a droit au respect, et nous, sa famille, on a le droit de savoir. Au final, aujourd'hui, cette affaire reste pour tout le monde, les enquêteurs de l'époque, les journalistes, ceux qui ont suivi, un drame qu'on n'oublie pas. Je pense toujours à Sabine, particulièrement quand je passe devant le Renouveau, encore plus. Et c'est les circonstances de sa mort qui me tourmentent beaucoup. Quand je passe sur 718, aujourd'hui encore, j'ai toujours le cœur qui se serre et toujours la pensée que Sabine a été retrouvée sur le chemin qui longe cette route. Sabine vit avec moi et vit encore en moi. Sabine, elle devrait avoir plus de 30 ans maintenant, puis elle aurait une famille, et puis on vivrait heureux sans rien demander à personne. On n'a pas le droit de les oublier, ces enfants-là. Sylvia Brégé, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes dans la cour de l'école de Sabine Dumont. Je rappelle que vous êtes criminologue, que vous collaborez régulièrement avec la police judiciaire et la gendarmerie sur les questions de profil criminel et de victimologie.
Vous n'avez pas travaillé directement sur l'affaire Sabine Dumont, mais vous connaissez bien ce type de crime. Comment sensibilise-t-on les jeunes enfants à ce genre de risque? Informer, c'est déjà protéger. Donc déjà, on a une base. Il est tout à fait possible d'expliquer à un enfant ce qu'est la violence et comment s'en protéger, quelle que soit la violence, verbale, physique ou sexuelle. Et quel que soit son âge. Et quel que soit son âge, bien sûr, on adapte le discours en fonction de l'âge de l'enfant. Et c'est vrai qu'en 1987, qu'est-ce qu'on disait? Ne suis pas les inconnus ou n'accepte pas les bonbons de quelqu'un que tu ne connais pas. De nos jours, notre société fait, hélas, qu'on doit aller plus loin dans la prévention. On doit mettre en évidence quels sont les risques qu'un enfant peut potentiellement rencontrer, qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit s'interroger, qu'est-ce qu'il peut faire ou ne pas faire, de façon à contrôler la situation afin qu'elle évite de déraper. Tout ça dans des jeux de rôle, des amusements. Pour dédramatiser, il ne faut surtout pas faire sombrer l'enfant, surtout plus il est petit, surtout pas amener un sentiment d'insécurité ou de paranoïa. Donc on s'amuse à travers des jeux de rôle, mais surtout on ne minimise pas la problématique de la violence. Mais concrètement, quel type de conseils peut-on donner aux enfants? Alors c'est pas un sujet facile à aborder, les abus sexuels. Déjà, il faut choisir un moment bien opportun avec l'enfant, quel que soit son âge. On peut démarrer vers 3-4 ans. Le tout, c'est surtout d'inciter l'enfant à venir se confier à l'adulte. Il faut expliquer qu'il y a des grandes personnes qui peuvent le solliciter sexuellement. Alors les gens ont l'habitude de dire « un vilain monsieur, si t'embête, tu viens m'en parler » ou quelqu'un de malade. Dans la tête d'un enfant, un vilain monsieur, c'est quelqu'un qui est laid ou quelqu'un qui a un pansement autour de la tête. Et c'est pas ça, un pédophile, c'est monsieur et madame tout le monde. Généralement, d'ailleurs, quand l'enfant est agressé, c'est par une personne qu'il connaît, en laquelle il a confiance. Donc il faut dire, tu peux être embêté par une personne plus grande que toi, qui voudra te toucher, ou que tu le touches à des endroits qui te sont désagréables, tu viens m'en parler. Il faut absolument inciter les enfants à parler. Il faut arrêter de mettre ces sujets comme étant tabous, aussi bien à l'école qu'à la maison. Il faut en parler librement. Il faut aussi, ça c'est très important, quel que soit l'âge, que l'enfant ou l'adolescent apprenne à maintenir une distance de sécurité lorsqu'il parle à quelqu'un qui le met mal à l'aise ou qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire la personne en face ne doit pas pouvoir toucher l'enfant. Et si jamais cette personne s'avance, il faut reculer. L'agresseur potentiel perçoit le message. Il ne me fait pas confiance, il se méfie, donc c'est peut-être pas une victime potentielle. Sylvia Bragé, merci. Nous sommes arrivés au bout de notre parcours sur les traces du meurtrier de Sabine. Malgré les circonstances tragiques et les détails souvent glaçants, nous avons rassemblé le maximum d'informations disponibles pour tenter de mieux comprendre et susciter peut-être de nouveaux témoignages qui permettraient de relancer l'enquête, même 20 ans après les faits. Mais aussi pour faire vivre le souvenir de Sabine Dumont, cette petite fille sage de 9 ans qui était simplement partie chercher un tube de gouache parce qu'elle voulait finir un dessin pour sa nièce. Bonsoir.